Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Cette vidéo est la deuxième partie de la série sur les parents narcissiques. Donc, la première partie, c'était sur la manière dont le parent narcissique considère l'enfant en or. C'est un enfant, comme on a vu, qui vit avec des facilités et aussi des difficultés. Les facilités, c'est-à-dire que c'est un enfant qui n'est pas blâmé, c'est un enfant, il n'a pas la responsabilité, par exemple, de tenir la maison propre, etc. Mais tout cela vient avec un prix et dans la première partie de cette série, je parle du prix que cet enfant doit payer. Donc ici, nous allons parler de l'autre type d'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui est le bouc émissaire, on l'appelle aussi le souffre-douleur. En tant que cible de la famille, le bouc émissaire est celui qui a le plus de difficultés. Les parents narcissiques projettent leur haine de soi, des échecs de leur vie sentimentale ou parfois même professionnelle sur le bouc émissaire. Le pauvre enfant est blâmé pour les problèmes familiaux et tout genre de déceptions. On le voit souvent se faire confier des responsabilités déraisonnables, tout en subissant des formes extrêmes de négligence émotionnelle. L'enfant accablé par ce rôle peut être ciblé parce qu'il est le plus conscient des lacunes du parent et du dysfonctionnement familial, ou pour d'autres raisons auxquelles il n'a absolument aucun contrôle. Cela peut être, par exemple, l'échec de la relation entre ses parents. Il y a aussi le fait que cet enfant, peut-être, aux yeux de ses parents, n'est pas assez beau, ou belle, ou intelligent, donc sa famille a honte de lui. Cela peut être un enfant qui est trop gros, trop grand, qui a de l'acné ou un handicap mental, physique, etc., etc. Il y a quelque chose chez cet enfant qui fait que ses parents dysfonctionnels ne sont pas fiers de lui et lui en veulent simplement pour exister. Dans leur portrait de la famille idéale, ils le voient un peu comme une tache de boue sur un mur blanc. Ou encore, cet enfant est considéré comme étant la cinquième roue du carrosse, c'est-à-dire une roue inutile, quelque chose qui ne devrait pas être là. Quelqu'un dont on se passerait bien dans la famille. Cet enfant peut se rebeller contre le système familial ou tenter de se défendre. Le parent narcissique considère la conscience et la force de cet enfant comme étant une menace à faire taire avec de la rage, le gaslighting et même des campagnes de diffamation. Prenons un exemple. Bon, si vous connaissez mes vidéos, vous connaissez l'histoire de Marjorie et de sa mère Sheila. Je vous invite à regarder, c'est dans ma série sur les mères narcissiques et leurs filles. Sheila sait que sa fille aime beaucoup la langue anglaise. Elle est passionnée de ça. Elle a les meilleures notes en anglais, etc. Et son rêve, c'est d'aller en Angleterre. Or, Sheila a une amie, devinez quoi, qui vit à Londres. Et elle sait que cette amie a envie de rencontrer Marjorie. Donc, cette amie a invité Marjorie à vivre chez elle pendant les vacances d'été. Marjorie est excitée. Ouais, je vais aller à Londres, je vais aller à Londres, je vais parler anglais, je vais parler anglais. Alors, que fait Sheila? Avant les vacances d'été, au mois de mai, Sheila va visiter sa copine à Londres pour un week-end. Elle y va toute seule. Et une fois qu'elle est là-bas, elle commence à dire du mal de Marjorie. Marjorie est fainéante, elle est paresseuse, elle est grossière. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter une enfant comme ça? Elle... Qu'est-ce qui fait? C'est fait que sa copine, qui est à Londres, commence à, en anglais on appelle ça avoir cold feet, commence à, à voir Marjorie d'une manière négative. C'est comme ça que les parents narcissiques considèrent la conscience et la force de leur enfant comme des menaces à faire taire avec la rage, le gaslighting et les campagnes de diffamation. Ici, Sheila utilise une campagne de diffamation, c'est-à-dire aller dire des méchancetés à des gens sur sa propre fille. Comme ça, quand sa fille, c'est le mois de juillet, la fille va à Londres, au lieu d'être excitée, heureuse, etc., elle est reçue froidement par la copine de sa mère. Parce que la copine de sa mère a déjà une idée négative d'elle. Mais qu'est-ce que Marjorie devra faire? Marjorie doit juste rester qui elle est.
Et quand elle va partir, la copine de sa mère va se dire, mais attends, tout ce que Sheila m'a dit, c'était pas vrai. Marjorie est une fille absolument formidable. Donc, c'est comme ça que les parents narcissiques ne supportent pas l'enfant que eux ils pensent être le bouc émissaire, parce que cet enfant est intelligent. Cet enfant voit à travers le voile, le masque que ses parents portent. On va rentrer un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc, du point de vue du parent narcissique, il faut à tout prix saboter l'avenir de cet enfant. Et on a vu ça dans le cas de Sheila et Marjorie avec le voyage en Angleterre. Tout comme l'enfant en or, l'identité du bouc émissaire est déformée par les fausses projections du parent narcissique. Par exemple, dans le cas de Sheila et de sa fille Marjorie, la fausse identité que Sheila, la mère, veut que les autres pensent d'elle, c'est « je suis une sainte, je suis une femme sage, je suis quelqu'un qui est organisé, qui est propre, qui est... » En fait, elle est une femme normale, une femme bien, etc., etc. Mais le problème, si tu es une sainte, les saintes ne sont pas des machines à faire des bébés en dehors du mariage. Si tu es une sainte, normalement, dans la société où Sheila vit, le bébé, ce n'est pas normal que tu aies ton bébé en dehors du mariage. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer. Je ne porte pas de jugement sur les femmes qui ont des bébés en dehors du mariage. C'est juste un exemple, ok? Pour vous montrer l'état d'esprit de quelqu'un comme Sheila. Donc, ce qu'elle fait, c'est elle se rend compte que la présence de Marjorie casse un peu l'image qu'elle veut donner aux gens. Parce que les gens vont dire « Ouais, mais tu te prends pour une sainte, comment ça se fait que tu as un enfant en dehors du mariage ?» Donc là, Marjorie est un problème pour Sheila, parce que la présence de Marjorie casse l'image qu'elle veut que les gens ont d'elle. Ça peut être quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être, par exemple, un parent qui se dit qu'il sait très très bien élever les enfants, il critique les enfants des autres. Or, vos enfants, ils traînent dans la rue, ils ont des mauvaises notes, etc. Ils vont finir par être des voyous, etc., etc. Mais son enfant à lui n'est pas très bon à l'école. Quand vous regardez ses notes, il a à peine atteint la moyenne dans la plupart des matières. Même les matières faciles comme l'art, il a pratiquement pas 10, il a juste 9 sur 20, des trucs comme ça. Donc, c'est ce genre de parents qui projettent une image d'eux dans le monde, mais malheureusement, la présence de l'enfant, eh bien, ne soutient pas cette image. Parce que l'enfant montre que l'image que vous projetez de vous dans le monde est fausse. La preuve, je suis là. Tu es en train de critiquer les enfants des autres, mais tes propres enfants à toi, ils ont des mauvaises notes à l'école. Tu es en train de critiquer les enfants des autres en disant que « Oh, toi, tu es un très bon parent, tu sais très bien éduquer les enfants. Regarde, mes enfants, ce sont des très très bons en maths, en histoire, etc. Leurs notes d'école sont superbes. » Mais la réalité, c'est pas ça. Tes enfants à toi, ils ont du mal, ils n'ont pas l'esprit académique. Donc, l'existence de ces enfants est en train de casser la fausse image que les parents veulent que le monde ait d'eux. Donc, c'est pour ça qu'en quelque sorte, certains d'entre eux décident de saboter leur enfant. Le défi du bouc émissaire dans ces cas-là est de croire en ses propres perceptions et vérités, ce qui n'est pas une mince affaire pour quelqu'un qui a été systématiquement sapé. Par exemple, comme j'ai dit, d'un point de vue scolaire, si vos parents disent « Oh, vous êtes stupide » et tout ça, mais vous avez quand même des bonnes notes, vous n'avez peut-être pas des bonnes notes dans toutes les matières. Par exemple, les maths, c'est difficile, mais vous avez des très bonnes notes en histoire, en français, en géographie, etc. Ça veut dire que vous n'êtes pas stupide. Il y a quelque chose qui fait que la perception que vos parents essayent de forcer en vous n'est pas vraie. Et puis, même si vous n'êtes pas très... le côté académique, c'est pas votre truc. Tout le monde ne réussit pas d'un point de vue académique, mais il y aura toujours quelque chose chez vous que vous pourrez réussir. Ça peut être le sport, l'art, l'écriture. Ça peut même être un truc du genre, je sais pas moi, parler aux oiseaux. Il y a des gens qui font des vidéos qui ont des millions de vues juste en train de filmer comment on appelle ça, des ascenseurs. Et ils se font une fortune avec ça.
Donc, vous pouvez être bon dans l'art de filmer des ascenseurs. Et vous allez devenir, peut-être pas millionnaire, mais proche. Si vous regardez, vous tapez Lift, L-I-F-T, et vous allez voir qu'il y a des gens qui font des millions de vues. Pourquoi? Je vais vous dire le secret pourquoi. C'est parce qu'il y a des gens qui sont autistes. Et certaines personnes autistes sont obsédées par les mécanismes. Donc, un enfant autiste, un enfant qui a 5 ans, qui est autiste, il préfère regarder des vidéos sur les ascenseurs qui s'ouvrent et qui se ferment, les portes qui s'ouvrent et qui ferment. Et dans une journée, il va regarder la même vidéo 30 fois. Il préfère ça plutôt que de jouer au Playmobil. Donc, la personne qui a téléchargé ces vidéos, elle se fait des tas d'argent. Juste parce que le petit garçon autiste adore ces vidéos. C'est une façon de se faire de l'argent, hein. Et bien sûr, si vous avez un enfant autiste qui aime ces vidéos, je vous conseille de voir un professionnel de la santé mentale. Il va vous aider à gérer cette situation, voir le bien et le mal de cette situation. Ok? Ça, ça vaut une autre vidéo. Je ferai une série de vidéos sur l'autisme, mais dans mon autre chaîne. En ce moment, je suis en train de travailler sur une autre chaîne que je vais... Au début, je voulais l'appeler Psychobrio Overtime, mais là, je pense à l'appeler Psychobrio Plus. Et dans cette chaîne, je vous invite à vous inscrire, enfin à vous abonner. Je vais parler non seulement de la psychologie, mais d'autres choses d'intérêt. Par exemple, l'histoire. Comment est-ce qu'on peut lier l'histoire à la psychologie? Par exemple, moi, je pense personnellement que le roi Louis XVI était autiste. Et on voit ça avec son obsession avec les serrures et il est un peu décalé de la vérité et ça a créé, parce qu'il était tellement décalé, ça a créé qu'il n'était pas sensible à la peine des autres, à la peine de son peuple et ça a créé la révolution. Je pense que le roi Louis XVI était autiste. Donc je ferai une vidéo sur ça. Donc je parlerai des différentes choses et j'essaierai de les ramener à la psychologie, différents sujets de l'histoire. Ce sera intéressant, ce sera intéressant. Là, je suis en train d'étudier l'histoire de La Belle et la Bête, mais la vraie histoire de la Belle et la Bête. Et je vais essayer de ramener ça au niveau psychologique. Donc, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne Psychobrio Plus. Merci. Pour en revenir au bouc émissaire, donc comme je l'ai dit, le parent va essayer de fausser la perception de la réalité du bouc émissaire. Et même non seulement de sa perception à lui, mais aussi la perception que les autres ont de lui. Par exemple, j'ai donné le cas de Marjorie qui adore l'Angleterre, enfin qui aime l'Angleterre, et sa mère essaie de fausser la perception que sa copine anglaise a de sa fille. Alors que ça n'a rien à voir avec sa fille. Ou alors, ça peut être si dans un point de vue un peu plus intime, les parents qui sont tout le temps en train d'insulter leurs enfants, en train de lui dire « Oh, tu vaux rien, t'es bête, etc. etc. » Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes bête, que vous êtes bête. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ce n'est que son opinion à lui ou à elle. Et une opinion, c'est comme le nez, tout le monde en a un. Ça, c'est son opinion, vous le laissez à lui. Vous pouvez avoir votre propre opinion à vous, que vous n'êtes pas bête. Vous n'avez rien à prouver aux parents. S'ils pensent que vous êtes bête, s'ils vous insultent, vous rabaissent, ça c'est son problème à lui. Laissez-le avec son problème. Vous devez avoir un but dans la vie. Par exemple, votre but, c'est de devenir docteur. Continuez, focalisez-vous sur ça. Votre but, c'est de devenir athlète. Votre but, c'est de devenir ci, ça, ça. Votre but, c'est de créer une compagnie, de créer une entreprise de ci. Écoutez, votre but, ça peut être aussi simple que de télécharger 1000 vidéos d'ascenseurs sur YouTube. Et ça, ce petit but-là, ça va vous rapporter beaucoup d'argent si vos vidéos tombent sur les enfants autistes. Des enfants, voire même des adultes. Vous ayez un but et focalisez-vous sur ce but. Parce que les autres, ils vont essayer, si vous ne faites pas ça, vous allez facilement perdre le nord. Le parent qui est méchant va tout le temps essayer de vous lancer des flèches pour vous distraire. Et émotionnellement, c'est ça qui fait que certains enfants deviennent anorexiques, boulimiques. Certains, vous savez, ceux qui se coupent la peau, des choses comme ça. Certains même commencent à attenter à leur vie. Donc, ne permettez pas d'en arriver à ce point-là. Focalisez-vous sur un but et ça va vous aider mentalement.
ça va pas être tout, mais ça va vous aider grandement du moins. Donc ici, on a vu que le défi du bouc émissaire est de croire en ses propres perceptions et vérités, ce qui n'est pas une mince affaire pour quelqu'un qui a été systématiquement sapé. Cela signifie disséquer le système familial narcissique, reconnaître les cruautés et les mensonges de la famille et nourrir votre amour de soi qui n'a jamais été correctement nourri par votre famille. Vous devez vous aimer avant d'aimer les autres, avant de tomber amoureux, de vivre en couple, de vous marier, etc. Vous devez vous aimer. Vous devez travailler sur ça. Parce que regardez par exemple quand vous prenez l'avion. Il y a l'hôtesse de l'air elle vous instruit que s'il y a des perturbations profondes, vous devez mettre le masque à oxygène, non pas chez votre enfant, votre voisine, etc. Vous devez le mettre d'abord chez vous. Vous devez utiliser ça pour vous d'abord. Pourquoi? Une mère qui aime son enfant va dire « Oh non, non, le masque à oxygène, je le mets d'abord chez mon enfant. » Non, non. Les professionnels de l'aération vous disent « C'est une erreur, il ne faut jamais faire ça. » Le masque à oxygène, vous le mettez d'abord chez vous. Vous devez d'abord vous aimer, vous. Pourquoi? Parce que si vous mettez le masque à oxygène chez l'enfant et qu'il y a une perturbation extrêmement sérieuse, disons, vous vous trouvez dans une situation où il n'y a plus d'oxygène dans l'appareil, dans l'avion, vous allez mourir. Et vous allez laisser votre enfant là, tout seul. Qui va prendre soin de votre enfant? Il n'y aura personne qui sera dans la capacité de prendre soin de votre enfant parce que tout le monde est en état de panique. Tout le monde essaie de se sauver lui-même ou de sauver leur enfant ou de sauver machin. Et votre enfant est laissé là, seul à l'abandon. Et comme résultat, il risque de mourir, de vous suivre dans la mort. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. C'est pour ça que les professionnels de l'aération disent vous devez vous aimer vous-même. Si vous mettez le masque d'oxygène sur vous, d'abord, vous allez survivre et vous allez aussi aider votre enfant à survivre. Si vous vous aimez vous-même, c'est-à-dire que peu importe le mal que les autres essaient d'infliger chez vous, vous allez dire ce n'est pas vrai, ce n'est que leur opinion et leur opinion n'est pas la réalité. Ils disent que je suis bête, que je suis stupide, que je suis moche, que je suis ci, que je suis ça. Ce n'est pas leur opinion. Enfin, ce n'est que leur opinion. Ça n'est pas la réalité. Regardez tous les modèles que vous voyez dans les magazines ou dans les produits de beauté, etc. Je suis désolée, mais ils ne sont pas tous beaux. Tous les top modèles, etc. ne sont pas tous beaux. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme ça, qui n'est pas particulièrement beau, est un top modèle ou fait de la pub pour des trucs de maquillage, etc. C'est parce que ces personnes-là se sont aimées. Il y a certainement des gens qui lui ont dit « Oh, toi, t'es pas beau, t'as un gros nez, t'as ci, t'as ça, machin. » Mais il a dit « Ça, c'est ton opinion. Moi, j'ai un but, je veux être top modèle, je veux avoir mon visage sur les magazines et je vais travailler pour en arriver là. » Un jour, j'avais lu l'histoire de... C'est intéressant de lire des biographies. Hein. J'avais lu la biographie, enfin la plus intéressante que j'ai lue, d'après moi, c'était celui de Uma Thurman, l'actrice qui est dans Kill Bill. Et elle expliquait que elle a grandissé, elle est d'origine suédoise, mais enfin ses parents sont d'origine suédoise, mais sa famille, je sais pas, des générations ou quoi, ont déménagé aux États-Unis. Mais ses parents, c'était un peu des hippies, des gens un peu bizarres qui avaient une vie instable. Et non seulement elle a grandi dans ce milieu instable parce que ses parents étaient un peu désordonnés dans leur organisation, c'était des hippies, ils restaient pas au même endroit, ils bougeaient ici et là, etc. Mais en plus, parce c'est une Scandinave en fait, hein, vous savez, ils sont souvent très grands, pas tous, mais souvent. Donc au début, quand elle est devenue adolescente, elle s'est mise à grandir. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et ça s'arrêtait pas. Elle grandissait, grandissait. Et ça l'a gênée parce que quand elle allait à l'école, souvent qu'elle allait à chaque fois dans des nouvelles écoles, elle n'avait pas le temps de se faire des amis et elle était toujours différente des autres. Non seulement elle était trop grande par rapport à tout le monde, mais en plus elle n'aimait pas son visage. Elle se disait qu'elle regardait son visage qui changeait en tant qu'adolescente. Elle avait un gros nez. Parce que comment on appelle ça, les Scandinaves, souvent, ils ont des nez assez étroits, assez fins. Et elle, c'était pas son cas. Elle avait un gros nez, des grosses lèvres. Elle n'aimait pas son visage parce qu'elle était différente des communautés où elle habitait. Des communautés chez qui ses parents habitaient, elle était juste... Elle se prenait pour elle se disait, mais je suis une alien et je ressemble à personne. Elle avait du mal à se faire des amis, etc., etc., etc. Donc, elle recevait aussi des moqueries à l'école. Et puis, elle ne pouvait pas trop se fier
envers ses parents pour avoir le soutien émotionnel dont elle avait besoin. Donc elle se sentait un peu seule et perdue dans un corps qu'elle n'aimait pas, dans un monde qui était opposé à elle. Mais vous savez ce qu'elle a décidé de faire? Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Elle a décidé, ok, il n'y a pas grand-chose que je puisse changer sur mon apparence. Les gens, ils se moquent de moi parce que je ne suis pas Miss Univers ou quoi. Bon, bah ça, c'est eux. Moi, je veux faire quelque chose de ma vie. Et elle a décidé de devenir actrice. À l'époque, pour être actrice, une actrice de talent, il fallait être belle comme Barbie, etc., etc. Elle s'en fiche. Elle a dit, je vais être actrice. Et elle a travaillé, elle a continué de travailler pour devenir actrice, etc., etc. Et puis elle a fait des bonnes rencontres et elle a prouvé à ces bonnes rencontres qu'il pouvait il pouvait miser sur elle. Quelqu'un comme Quentin Tarantino, vous savez, il fait des films et ces films coûtent des millions de dollars pour faire. Hein. Donc vous ne pouvez pas avoir droit à l'erreur, vous n'avez pas droit à l'erreur. Mais elle a prouvé à Quentin Tarantino qu'il peut miser sur elle, il peut compter sur elle. Je suis déterminée à réussir. Et elle a fait son film, Kill Bill, avec lui, et ça a été un succès. Ce que je retiens de cette biographie, c'est que, ok, elle avait des choses sur elle qui ne lui plaisaient pas. Bon, c'était une adolescente. Hein, et parfois, les adolescents ont des idées sur eux qui sont un peu névrosées, qui ne sont pas toujours réelles. Moi, je trouve que quand je regarde les photos d'elle en tant qu'adolescente, je trouve que c'était une petite fille mignonne. Hein, puis, bon, les adolescentes, c'est les adolescentes. Hein. Elle avait des idées sur elle qui ne lui plaisaient pas et parfois c'était renforcé par ses camarades de classe qui se moquaient d'elle. Mais elle était assez sage, à un certain point elle a vu la réalité en face, elle a regardé la réalité en face et s'est dit je ne peux pas stopper ces gens pour se moquer de moi. Je ne peux pas non plus arrêter de grandir. Je ne peux pas, bon il y a la cosmétique, la chirurgie cosmétique, mais elle n'avait pas, c'était pas son truc, elle n'avait pas envie. Je ne veux pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre le meilleur de ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est moi. C'est ça le meilleur et je vais pousser le meilleur de moi-même au sommet. Et c'est ce qu'elle a fait et elle a réussi. Et vous avez des tas de gens comme ça célèbres hein, qui ne sont pas nécessairement Miss Univers ou Arnold Schwarzenegger et qui ont réussi. Vous prenez le cas d'un acteur que j'aime bien, c'est Danny DeVito. Il est petit, il est gros, il correspond pas à l'homme idéal à Hollywood. Mais il s'est dit, bon, il n'y a pas grand-chose que je puisse changer sur mon physique, mais je vais pousser le moi-même, je vais m'aimer assez pour atteindre le sommet de mon boulot, qui est le sommet comment on appelle ça, acting, d'être un acteur. Et il a eu des films à succès, il a fait un film avec Arnold Schwarzenegger qui a été un super succès, il a joué dans Batman, c'était lui le pingouin, hein, c'est ça. Et il a fait d'autres films, il est dans le film La Guerre des Roses. C'est un film, j'en parlerai dans mon autre chaîne, le Psychobrio, parce que dans Psychobrio, ce que je veux, c'est parler de différents domaines. Non seulement, il y aura la psychologie, donc je vais avoir une série spéciale sur, une catégorie spéciale sur les familles dysfonctionnelles. Je veux aussi avoir une catégorie sur l'histoire, une catégorie sur différentes choses. Donc, ce sera intéressant. Abonnez-vous dès maintenant. Merci.